Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pédagogie. Mon invité du jour est spécialiste en médecine sexuelle et on va parler avec lui des troubles sexuels qui touchent les Français et les Françaises. Gilbert, ici présent, est à l'origine du Centre d'études et de traitement des dysfonctions sexuelles et du couple, entre autres, parce qu'il a quand même un parcours extrêmement riche. On y reviendra dessus après. Je vous présente donc Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue, andrologue et thérapeute de couple. Bonjour Gilbert. Bonjour Malou, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes, comment vas-tu ? Très bien, je suis ravi d'être ici. Tu as traversé le Love Store rue Saint-Martin à Paris, tu es descendu dans le petit escalier en colimaçon et tu es arrivé dans ce petit cocon sous la boutique. Oui. Sur un canapé moelleux, des petits coussins moelleux, une lumière tamisée et un chandelier de toys. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oh si, on le voit tout de suite dès qu'on rentre. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu pourrais nous le décrire ? Alors, il y a des toys de différentes sortes. D'ailleurs, vous n'avez pas fait dans l'intermédiaire. Il y en a un qui est très grand, qui a l'air d'être pour double stimulation entre de pénétration et stimulation externe en même temps. On dirait un toys de stimulation vaginale et clitoridienne en même temps. Avec des petites oreilles de lapin. Avec, tiens, ça faisait 2 doigts, mais ouais, on dirait comme ça des oreilles de lapin. Qui a l'air d'être en silicone. Comme Tout ça, à fait. Et ensuite, à côté, je vois plutôt des stimulateurs extérieurs. Je vois pas très bien le noir d'ici. Ça, c'est Non, c'est un plug. Tout à fait, un C'est plug ça. anal. C'est un plug. Et par contre, c'est le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, Ouais. c'est justement pour que ce soit discret dans le sac à main. Ah Et ah. en fait, quand tu l'actionnes, tu as un petit bouton en dessous et ça vibre. Je me doutais Astucieux. que c'était pour les James Bond du sextoys. Voilà, C'est ça ? Voilà. exactement. C'est exactement ça pour les James Bond girls, les James Bond aussi, tout court, c'est ça ça. peut servir pour les deux. Mais c'est vrai que ça fait un peu agent secret avec un côté très caché de ça. Mais c'est super sympa. D'ailleurs, l'histoire des sextoys, elle est très corrélée à l'histoire de la médecine, Mhm. à l'histoire de la sexualité, à l'histoire des évolutions sociales, et pas seulement à l'évolution de la technologie. D'ailleurs, tu as remarqué, on dit sextoys, on dit plus vibromasseur. C'est vrai. Dans le passé, on disait beaucoup vibromasseur. Et là maintenant, il y a le côté ludique aussi, jouet, quoi, qui Et parce qu'on que met ce en n'est valeur. plus basé que sur la vibration. Eh oui. Dans le passé, c'était que de la vibration. Et d'ailleurs, ça a été créé, si tu te souviens, pour soulager les douleurs musculaires. Bah, bien À sûr, la je me base. souviens. Voilà. J'étais là le premier jour, les vibromasseurs ont été créés. Mais oui, en 1912-13, dans ces eaux-là, il y a une publicité en Allemagne, si mes souvenirs sont bons, où on vendait déjà les tout premiers vibromasseurs. Et on disait que c'était pour masser la peau du visage, pour masser les petits muscles, etc. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas dire que c'était sexué à l'époque. Mais ils ne notifiaient pas du tout que ça pouvait aussi être utilisé sur les parties intimes. En fait, si, tout le monde savait pourquoi, parce que c'était marqué, ça augmente le bien-être. Donc, on se doutait un peu de quoi. D'accord. D'ailleurs, tu sais que c'est resté. Alors, toi, tu es jeune, tu n'as pas connu ça, mais les personnes qui nous occupent, qui ont connu un peu. Alors, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, qui ont connu ça. Est-ce que vous vous souvenez dans les vieux magazines Redoute, catalogue Redoute, 3 Suisses, etc. Moi, je m'en rappelle, hein. Et il était opposé, oui, tu es sur le visage comme ça. Et bien, ça vient de là parce que on a vendu au début les vibromasseurs comme c'est quelque chose qui massait un peu le visage. Et c'était pas très socialement acceptable de parler de ça. Mais c'était quand même vendu dans des revues de ce type-là. Hein. Oui, mais ça, je m'en rappelle quand j'étais en primaire, c'était un peu le regarde, Ouais. dans la redoute de ta mère, C'est regarde ça. aux dernières pages ce qu'il y a. C'est Et ça. nous, on sentait déjà qu'il y avait un truc, quoi, C'est ça. qui était un peu tabou. On n'avait pas trop le droit de jeter un œil, mais ça nous Non. intriguait quand même. Et souvenez-vous des images, c'était toujours, souvent, une dame qui pose le vibro sur la joue un peu comme ça, comme si c'était un truc pour masser le visage. Quoi. Incroyable. Ouais. Ah, c'est fou. Donc, il y a vraiment Ça une nous paraît évolution loin. aussi, C'est vrai, quand on y pense, là maintenant que je l'évoque, oui, beaucoup de gens se souviennent de ça. Et quand on en parle, on a l'impression que c'était il y a des siècles. Mais non, c'était juste il y a 20 ans. Et ça a évolué à une vitesse incroyable. Bah ouais, du coup, on va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure. Gilbert, est-ce que tu peux revenir un petit peu aux origines ? Tu es né à Beyrouth, tu es franco-libanais. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter ton parcours depuis ton enfance au Liban ?
Je vais faire bref, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Évidemment. Donc je suis né au Liban, effectivement, en pleine période de guerre qu'on a appelée guerre civile à l'époque. Et en 1990, j'ai fait partie de nombreuses personnes qui ont quitté le Liban jeunes, fuyant la guerre. Et à l'époque, c'était avec une association qui cherchait à sauver un peu la jeunesse libanaise. Et pour tout vous dire, en fait, je pensais que j'allais en Italie, et c'est en arrivant en France que j'ai compris que j'étais en France. Pourquoi en Italie à la base? Ils ont changé de plan? En fait, c'était pendant la guerre. On faisait un peu comme on pouvait, je pense. Et il y avait un centre en Italie qui était prêt à accueillir des jeunes Libanais, et visiblement un autre des familles en France. Et d'ailleurs, j'avais commencé à apprendre l'italien en me disant, je vais à Rome, quoi. Et c'est en arrivant, en entendant Orly, je me dis, tiens, Orly, ça sonne italien, mais voilà, Orly, ça sonne italien, mais ça parle pas italien, là. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais en France, en fait. Et j'étais tout aussi content, vraiment. T'étais tout seul ou t'étais avec ta famille? Non, seul. C'était un groupe on était 4 Libanais, âgés entre 16 et 18 ans. Et donc, on est venus seuls. Ça a été d'ailleurs pour moi une particularité parce que j'étais le seul mineur dans le groupe. D'accord. Et donc quitter le territoire en étant mineur, sans autorisation, enfin bref, ça a été tout un parcours pour arriver en France. Et en France, c'est des familles qui nous ont accueillis, que je ne remercierai jamais assez. Ils nous ont accueillis sans condition. Jusqu'à ce que tu atteignes ta majorité? Ou en même fait, encore au-delà? Normalement, c'était pour 1 an. Et le but, c'était de sauver un peu de jeunesse libanaise et que cette jeunesse puisse retourner, reconstruire le Liban. Et un peu à la fois, en fait, chaque année, on se rendait compte que c'était toujours pas le moment de rentrer au Liban, c'était toujours pas le moment de rentrer, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et ces familles nous ont accueillis sans aucune condition jusqu'à ce qu'on soit indépendant, en fait. Et d'ailleurs, entre l'âge de 16 et 18 ans, ils avaient une autorité parentale sur moi puisque j'étais en France en tant que mineur. Et donc, ça a été une période très difficile en plus à l'époque. Pas de téléphone portable, pas de courrier facile. Et donc, on pouvait avoir des périodes de plusieurs mois sans avoir de contact avec la famille. J'entendais à la télé, à la radio française qu'il y avait eu tel bombardement, par exemple, à Beyrouth. Et j'avais aucune idée si ma famille était touchée, pas touchée. Ma famille, d'ailleurs, n'a su que j'étais arrivé en France que 2 semaines après mon arrivée, puisqu'il n'y avait pas moyen de les contacter. Donc ça nous paraît une époque vraiment complètement terminée, mais je pense que tout ça, ça permet quand même de se créer un caractère qui permet de rebondir. Donc arrivé en France, accueilli, directement je suis arrivé dans le nord de la France et je suis resté fidèle au nord de la France. Quelle ville? Je suis arrivé à Lille. Ok. Et du coup, c'est pour ça que tu es encore à Lille. C'est pour ça que je suis toujours à Lille. Ouais. Okay. D'ailleurs, quand j'ai eu la nationalité française, j'ai mis une vingtaine d'années à demander la nationalité française parce que j'étais persuadé que j'allais retourner au Liban, en fait. Ok. Et quand j'ai eu la nationalité française, je m'amusais à dire j'ai été naturalisé ch'ti parce que pour moi, c'est la région qui m'a accueilli. Donc, je me voyais mal après avoir passé la période la plus difficile dans le Nord avec des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont soutenu. Et au moment où j'ai une notoriété et que je commence à être reconnu, de leur dire merci, au revoir, je me casse, je pars ailleurs, je le vis mal. Puis bon, heureusement, de nos jours, on peut travailler en étant n'importe où, sur n'importe quelle ville, donc ça va très bien. Donc à l'âge de 16 ans, je suis arrivé, j'ai fait ma terminale à l'âge de 16 ans, puis première année de médecine. C'est qui t'a donné l'envie de faire de la médecine? T'as été supporté par ta famille d'accueil ou ta famille à Liban? C'était quelque chose d'indiscutable pour moi, je venais pour ça. C'est-à-dire, c'était soit je faisais médecine, soit je ne fais pas d'études. Il n'y avait même pas de discussion. D'ailleurs, ça avait beaucoup chagriné les enseignants que j'avais en classe de terminale. Comme j'avais de très très bonnes notes en mathématiques et en physique, et que je voulais faire médecine, ils me disaient « Mais non, tu peux faire un truc genre maths sup, tu peux faire une école d'ingénieur. » Je dis « Oui, mais ça ne m'intéresse pas, je veux faire médecine. » Et ça a été contre l'avis de mes professeurs que je me suis inscrit. Ils n'ont même pas su que j'ai été m'inscrire à la fac de médecine, en fait. Pour moi, c'était indiscutable. Depuis l'âge de 10 ans, c'était une décision. Et ça vient de ce que j'ai vécu au Liban. Je voyais des images à la télé, des personnes blessées, etc., comme on voit dans les attentats régulièrement. Et dans ma tête, c'était comme si c'était une évidence. Je dois faire quelque chose dans ma vie pour aider d'autres personnes. Je ne savais pas quoi.
Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était la médecine qui m'intéressait, parce qu'elle alliait deux choses qui me passionnent, c'est-à-dire le côté humain et faire quelque chose pour aider d'autres personnes à ma façon. Et ça alliait aussi une autre chose qui me passionnait beaucoup, c'est le fait de découvrir, comprendre, fouiller, aller au-delà des stéréotypes, aller au-delà de ce qu'on nous raconte comme ça spontanément, d'aller comprendre, se faire sa propre idée, de découvrir, etc. Et donc la médecine, c'était pour moi une évidence que c'était ça que j'allais faire. Tu as eu t'as eu des images assez fortes quand même durant la guerre, où tu as vu des personnes qui étaient vraiment en besoin de... Pour être honnête, je sais quel soir j'ai décidé de faire médecine. D'accord. T'avais quel âge ? J'avais une dizaine d'années, j'étais à la maison, et il y a eu un attentat pas très loin de notre maison, et à la télévision, ils montraient les images, et au Liban, c'est un peu différent comme dans d'autres pays. Il n'y a rien de flouté, c'était des gens qui allaient filmer, et puis ça passait à la télé. Donc je voyais beaucoup de blessés, des blessés qui n'étaient pas soignés. Il y avait la Croix-Rouge qui faisait ce qu'elle pouvait. Et je me souviens très bien que je regardais ces images-là, et dans ma tête, je me disais, plus tard, je vous soignerai. Et je sais très bien, d'ailleurs, ma mère s'en souvient, parce que je lui ai dit, est-ce que tu veux bien qu'on aille prier pour ces gens-là ? Et je sais qu'à partir de ce jour-là, je savais que j'allais faire quelque chose pour les aider. Je ne savais pas encore si j'allais faire infirmier, j'allais peut-être faire dans la Croix-Rouge ou autre, ou des choses comme ça, mais je savais que j'allais faire quelque chose pour soigner l'être humain. D'accord. Alors pourquoi tu t'es spécialisé après, une fois que tu as réussi, que tu as fait un petit pied de nez à tes profs de lycée, que tu t'es dit je me mets dans la médecine ? Je me mets en médecine. Au bout d'un moment, il a fallu que tu choisisses une spécialité. Oui, ce qui était difficile, parce que je voulais faire toutes les spécialités en même temps. Ouais. J'étais passionné de toute la médecine. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs spécialités, puisque j'ai fait les études de médecine générale. En même temps que je faisais de la médecine générale, j'ai fait le diplôme d'andrologie. Et en même temps que je faisais le diplôme d'andrologie, j'ai fait la capacité de médecine d'urgence. Donc peu de gens savent, par exemple, que je suis diplômé en médecine d'urgence. Mais vraiment médecine générale d'urgence. Oui, j'ai travaillé au SAMU, par exemple, au SMUR, dans les services d'urgence, de réanimation, etc. C'est pour ça que je disais que tu avais un parcours très, très large. Je suis pas au courant de tout, mais ça en fait partie. Et en même temps que je faisais ça, je me suis intéressé à la médecine de reproduction. De la médecine de reproduction, je me suis intéressé à la médecine sexuelle. La médecine sexuelle m'a intéressé un peu à la fois sur deux versants. La première, je me suis rendu compte que il y avait peu de connaissances versus trop de préjugés. D'accord. Et je me disais, c'est étrange qu'une spécialité médicale de nos jours soit encore autant imprégnée de préjugés. Même du coup par les médecins eux-mêmes, qui étaient aussi eux-mêmes plein de préjugés, quoi. Exact. C'était par exemple, quelqu'un qui va voir un médecin qui lui dit, quand je marche, j'ai des crampes à la jambe, j'arrive pas à avancer. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, on va le soigner. Quelqu'un qui va voir un médecin qui lui dit, quand j'ai des rapports sexuels, ça fonctionne pas très bien, ça retombe, oui, là, il y a des jugements de valeur dessus. Et je me disais, mais pourtant, les deux, c'est du corps. Les deux, c'est de l'humain. Pourquoi on distingue ? Et je me suis rendu compte un peu à la fois que c'était aussi par manque de connaissances. C'était par reste d'imprégnation de l'aspect religieux, social sur ce domaine-là. Et donc, c'était une des raisons qui m'ont poussé à aller dans la médecine sexuelle en disant, non, il y a un truc à changer là-dedans. Et du coup, tu es andrologue et médecin sexologue. Quelle est la différence ? Andrologue, si je veux le résumer, c'est un peu comme le gynécologue pour l'homme. C'est peu connu et c'est vrai que les hommes, on a peu tendance, dès qu'on a un appareil génital masculin, en fait, il est à l'extérieur. Donc, on a l'impression qu'on le voit et que, puisqu'on le voit et tout fonctionne, tout va très bien. Donc, on n'a pas ce réflexe de dire, tiens, on va peut-être faire un peu de prévention, vérifier ce qui peut m'arriver à l'avenir, etc. Et donc, c'est cette spécialité-là, avec une partie qui est dédiée à la fertilité et une partie qui est dédiée aussi à la sexualité. C'est tout ce qui tourne autour du fonctionnement génital, de l'appareil génital masculin. D'accord. Et la médecine sexuelle, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité, que ce soit des problématiques, des interrogations, des incohérences, des discordances. Et c'est pas juste des troubles au sens médical, ça peut être parfois chez des interrogations. D'ailleurs, de nos jours, et j'espère qu'on pourra en parler, une grande partie des personnes qui consultent, surtout jeunes, qui consultent pour troubles sexuels, en fait, ils n'ont pas de troubles sexuels, mais ils pensent l'avoir. Ah ouais ? Ouais. T'as quoi comme exemple, par exemple ? Allez, on va prendre un exemple, c'est une éjaculation trop précoce. Et puis quand on regarde vraiment, en fait, non, c'est pas si précoce que ça, mais il y a telle notion de performance qui est persuadée d'être précoce. Ou une femme qui dit, je crois que j'ai un problème, je n'ai pas de désir, je n'ai pas de libido. Et puis en fait, quand on explore, on se rend compte qu'il
Ben oui, le soir, on est crevé, fatigué, contrarié et qu'on s'est disputé 30 minutes avant, ben c'est normal de pas avoir de libido. Sauf qu'il y a une telle information autour que tout doit fonctionner. Et si on s'aime, ben ça doit rouler. Complètement. Les femmes, dans ces cas-là, disent je crois que j'ai un problème. Non, vous n'avez pas de problème. C'est votre mode de vie qui pose problème. Et il y a cette pression aussi de faire l'amour 3 fois par semaine. Par exemple, quand c'est en couple, on s'aime plus si on fait plus l'amour. C'est 2,3 par semaine. Voilà. C'est 2,3, mais au final, c'est la statistique. C'est une statistique. Et en fait, ce genre de statistiques peuvent mettre la pression. Complètement. Et je suis complètement d'accord, je plaisantais, parce que justement, c'est ce qui met la pression. Par exemple, combien de fois il faut faire l'amour par semaine? Et là, on regarde les statistiques et on se rend compte que c'est 2,5 fois en moyenne par semaine. Attention, c'est dans les couples stables ensemble depuis plus de 6 mois. Donc déjà, ça enlève beaucoup de gens. Et ensuite, quand on regarde les 2,5, en réalité, on a regardé sur une période de 3-4 mois. Et puis on a divisé par le nombre de semaines. Si ça se trouve, ils ont fait l'amour 2 fois le week-end, ça fait 2 fois par semaine dans la statistique. Si ça se trouve, de voir les choses comme ça. Oui. Ils n'ont pas eu de rapport pendant 1 mois, puis ils sont partis en vacances 4-5 jours, et là ils ont eu 4-5-6 rapports sexuels par exemple, et c'est considéré comme 2 rapports par semaine. Donc ça n'a aucun intérêt, tous ces chiffres statistiques, ça permet juste d'évaluer pour nous, d'évaluer des évolutions, etc. Mais pour une personne à part entière, ça n'a aucun intérêt les statistiques. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu interviens? Alors, je vais essayer là aussi de dire que les endroits essentiels. Aujourd'hui, donc, j'ai mon cabinet. J'exerce aussi en téléconsultation sur la plateforme charles.co, qui est actuellement un des projets importants pour moi, puisque je suis le directeur scientifique et directeur médical de la plateforme. Et en fait, c'est une plateforme où on essaye de modifier l'accès pour les personnes qui ont besoin d'aide sur le plan sexuel. On sait par exemple que statistiquement, sur une centaine de personnes, là par exemple, sur une centaine de personnes qui nous écoutent, on sait que statistiquement, il y a 20-24% qui ont des difficultés sexuelles pour lesquelles ils souhaiteraient de l'aide. Et on sait que parmi ces gens-là, le 3/4 soit n'ose pas, soit ne sait pas à qui s'adresser, soit pense qu'il n'y a pas de solution, etc. Est-ce que c'est normal d'être gêné, de freiner un petit peu des cas de fer avant de consulter en fait, un sexologue? Il y a beaucoup de freins. Le premier frein, c'est que c'est pas toujours évident de savoir est-ce que j'ai un problème ou pas. Il y a des trucs qui sont assez évidents, du genre, tiens, j'avais des bonnes érections, je n'arrive plus à avoir d'érection. Ça paraît assez évident. Par contre, difficulté à jouir ou pas, on ne sait jamais si c'est un problème véritable ou si c'est juste une façon de faire, donc on peut mettre du temps. Et effectivement, il y a une honte qui peut gêner pour consulter. On a peur d'être jugé, on a peur d'être jugé par les autres ou par le sexologue ou le médecin. Par le médecin, oui. C'est encore trop présent en disant mais qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Je prends pas en particulier des gens jeunes qui disent mais ils vont se moquer de moi, quoi. Je suis jeune et j'ai déjà des problèmes sexuels. Des personnes âgées, ça va être l'inverse, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je suis déjà âgé et tiens, ils pensent encore au sexe. Quelqu'un de malade, j'ai une maladie et ils vont dire que je pense au sexe. Et là, c'est pas tellement aux personnes qui sont gênées d'ailleurs que c'est pas à eux de changer ça, c'est plus aux médecins. Si les médecins posaient facilement des questions là-dessus, si les médecins communiquaient facilement là-dessus, tout le monde saurait que le jour où on a un problème, on peut aller voir un médecin et discuter de ces problèmes d'ordre sexuel, quoi. Et je rassure tout le monde, c'est toujours normal d'être gêné quand on parle de ses propres problèmes sexuels. C'est logique, c'est même limite rassurant qu'il y ait une petite gêne. Imaginez quelqu'un qui vous parle de sexe sans aucune gêne, mais vraiment aucune, de tout, sans aucune gêne, du matin au soir. Ça fait un peu bizarre. Donc il y a une petite pudeur, voilà, c'est assez normal, il ne faut pas chercher à l'enlever, il faut juste chercher à se dire oui, c'est normal, il y a une pudeur, mais j'ai une gêne et je vais dépasser ce cap-là parce que j'ai besoin d'aide là-dessus, quoi. Et tu sens qu'il y a des patients, des patientes qui viennent aussi parce que leur partenaire leur met une petite pression, en mode ce serait bien que tu ailles consulter quand même. Alors c'est soit une petite pression... Et qui viennent un petit peu du coup pas forcément très safe et confiants. Beaucoup. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent en me disant écoutez docteur, je viens parce que ma femme ou mon mari m'a un peu mis la pression, m'a un peu obligé à venir, mais je vous préviens, j'avais aucune envie d'être là. Et ce qui est amusant, c'est que ces personnes-là, à la fin de la consultation, disent on se revoit quand? Simplement parce que tout d'un coup, ils se rendent compte de ce que c'est des choses très simples, qu'on discute des choses humaines, on discute des choses qui sont banales, limite, mais qui ont un impact sur elles ou sur eux. Et des fois, c'est salvateur. Il y a des personnes qui me disent, à la fin de la consultation, ils me disent, il faut que je vous dise, en fait, docteur,
Moi, je voulais pas venir, c'est mon partenaire ou ma partenaire qui a insisté, et heureusement. C'est-à-dire, des fois, ils ont besoin de ce petit coup de pouce. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent être en confiance et qu'au final, c'est pas une honte du tout. Comme quand tu as mal à la tête, c'est ça. Là, t'as un blocage, tu peux aller voir un médecin qui peut t'aider. C'est exactement pour ça que j'ai choisi la spécialité de médecine sexuelle, en me disant, mais c'est pas normal que quand on a mal quelque part, quand on est malade, quand on tousse, quand on boite, etc., qu'on n'ait aucune honte d'aller consulter, et que quand on a une gêne sur le plan sexuel, qui peut avoir des répercussions majeures, c'est-à-dire on peut par exemple perdre confiance en soi, rentrer dans des phases de dépression parfois à cause de ça. Prenons quelqu'un qui est célibataire, qui a des difficultés sexuelles. Par peur de rencontrer cette difficulté, il va dire, bon, je vais pas faire de rencontre. Sauf que c'est pas le sexe qu'on évite à ce moment-là seulement. C'est aussi la relation amoureuse, la relation affective, le fait d'être avec quelqu'un, de partager. Et on peut se retrouver isolé sur le plan affectif, et on peut rentrer dans une boucle qui est infernale dans ces cas-là. Et donc je me disais, c'est pas normal que quelque chose qui a autant de retentissement sur l'être humain, quelque chose qui a autant de retentissement sur le bien-être, soit mis de côté juste pour des raisons de jugement de société ou de gêne particulière, quoi. On peut retrouver ce problème-là aussi avec la santé mentale. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir du mal encore à aller voir un psychiatre, un psychologue. Totalement c'est encore d'accord. Très tabou. Enfin, ça se développe là. C'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est totalement pareil. C'est comme si on se sentait faible en fait. Exact. Qu'on se déconnectait un peu de la norme et qu'on était un objet défectueux. Exactement. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui consultent pour troubles sexuels, toutes disent « j'ai perdu confiance en moi ». Et pas que sexuellement. Hein. D'ailleurs, on a démontré... Ça englobe tout. On a déjà démontré que quand quelqu'un a une difficulté sexuelle et qu'on améliore ses difficultés sexuelles, il n'y a pas que le sexe qui s'améliore. Les scores d'anxiété vont mieux, les scores de bien-être vont mieux, les scores de capacité professionnelle peuvent aller mieux. Là, les promotions s'enchaînent au travail. Et bon, un truc, je sais qu'on nous demande de ne pas le dire, mais il faut le dire, c'est le net, les capacités de séduction augmentent. Bah oui. Parce qu'on se sent plus légitime de jouer de jeu de séduction. Je sais que quand on dit ça, ceux qui sont en couple, ils disent « Oula, faut pas améliorer le problème sexuel de l'autre, parce que si ses capacités de séduction augmentent. » Non, c'est la capacité de séduction avec la personne avec qui on est, quoi, hein, dans le couple. Donc ça a des répercussions bien au-delà. Par exemple, c'est plus facile de faire des efforts, à reprendre soin de soi-même, à faire du sport, bien manger, arrêter de fumer, quand on sait que ça va aider aussi le côté sexuel et notre vie sexuelle va mieux. C'est plus difficile de faire des efforts si on a l'impression que notre vie intime, elle est à l'arrêt, quoi. Du coup, oui, au niveau de l'hygiène de vie, concrètement, sur quoi on pourrait travailler pour améliorer notre santé sexuelle? Alors, un conseil que tout le monde peut retenir, là. Si vous voulez améliorer votre sexualité, vous ne vous occupez pas de votre sexualité, vous vous occupez de vous. Ça, c'est un truc global. Vous vous occupez de vous, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux problèmes, éviter d'être trop submergé par des préoccupations, du stress, apprendre à gérer ces périodes difficiles, bien dormir, manger équilibré, faire du sport, éviter tabac, alcool. Le tabac, c'est vraiment une catastrophe pour le fonctionnement sexuel, les drogues, etc. Et en fait, plus on prend soin de nous, plus notre fonctionnement sexuel a des chances d'être épanoui. Une fois qu'on a ça, après on peut regarder pour l'améliorer, s'intéresser à des fantaisies, s'intéresser à des choses qui nous intéressent, se poser des questions sur ce qu'on a envie, pas envie. Mais vous retenez ça, pour améliorer votre sexualité, vous ne vous occupez pas du sexe, vous vous occupez de vous-même. Et comment on pourrait casser ce cercle vicieux? Parce que parfois le fait de ne pas se sentir bien dans son corps et pas bien dans son couple ou tout seul en tant que célibataire ou toute seule peut nous amener à picoler, à fumer des clopes. Comment on peut casser ça? Parce qu'en fait, on sait qu'on a besoin, que c'est bien de méditer, on sait que c'est bien de faire du sport, on sait que c'est bien de manger 4-5 fruits et légumes par jour. Mais quand on est dans un cercle, comment on casse ce cercle? Il y a deux conseils pour ça. Le premier, c'est que quand on essaye tout seul et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, c'est que là, on a besoin d'aide. C'est-à-dire, si on essaye et on bute, on se rend compte que non, je retombe dedans, je n'y arrive pas, c'est que j'ai besoin d'aide. C'est pas que je suis faible, comme tu disais tout à l'heure. C'est gros problème là-dessus. C'est pas que je suis faible et que je n'y arrive pas, j'ai pas de bonne volonté, non. C'est qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas conscience qui est en train de m'empêcher de progresser. Par exemple, je commence à picoler, à fumer, à avoir une mauvaise hygiène de vie et ça impacte sur ma sexualité. Sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte que si j'ai picolé, c'est parce que j'étais stressé par quelque chose et ça calmait mon stress. Et à partir du moment où je le comprends, je peux agir dessus. Donc on retient la première chose, c'est quand j'essaye d'améliorer une situation tout seul et que je n'y arrive pas, c'est que j'ai besoin d'aide. C'est exactement comme avec un ordinateur. Vous avez un ordinateur qui déconne chez vous,
Vous essayez de bricoler, vous tapez comme vous voulez, vous demandez à un copain ou une copine. Et si ça se débloque toujours pas, on va demander à quelqu'un, un professionnel de l'ordinateur, de le débloquer. C'est exactement la même chose dans notre santé sexuelle et dans notre fonctionnement sexuel. Donc on pourrait aller voir par exemple un sexologue, une sexologue, andrologue, pour gynécologue aussi. Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui pourraient nous aider aussi? C'est vrai que parfois il y a des psychologues, psychiatres en fonction du type. Moi j'ai un conseil pour vous, c'est que évidemment si c'est un problème d'ordre sexuel et qu'il y a des signes physiques du genre, il y a des douleurs, ça saigne, c'est infecté, des trucs de ce genre-là, le réflexe c'est d'aller voir un médecin, un sexologue. Si c'est plutôt des interrogations, une sorte d'angoisse par rapport à la sexualité, on peut voir un psychologue, sexologue ou autre. Mais mon conseil c'est, peu importe quel type de professionnel de santé vous allez voir, de toute façon, si ce n'est pas de son domaine, il va vous orienter. Donc la première étape, ce n'est pas de trouver de vous-même d'emblée les solutions, c'est de franchir le cap de consulter et ensuite vous laissez guider. C'est déjà le pas le plus compliqué en fait. C'est le plus dur. Une fois qu'on a fait ce pas-là, prendre un rendez-vous, tout ça une fois qu'on a dit j'ai des difficultés, après on se laisse guider par on dépose et puis on se laisse guider après. Et d'ailleurs le terme déposer, c'est vraiment le bon. Ne vous tracassez pas à vous dire mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce qu'on va me poser. J'y vais, je dépose en vrac tout ce que j'ai en tête et je laisse le professionnel faire le tri dedans, c'est son travail. Super. Du coup, en tant que sexologue, médecin sexologue, andrologue, quelle est là où les situations les plus farfelues où on t'a demandé de participer en tant qu'expert en médecine sexuelle? Alors, il y a différents projets qui ont été faits. Par exemple, je me souviens que j'ai fait des recherches aussi sur des médicaments. Par exemple, les médicaments très connus comme le Viagra, Cialis, etc. Okay. Je faisais partie des centres de recherche européens. À l'époque, c'était des personnes qui testaient comme des cobayes rémunérés. Et donc, parmi ces produits-là, il y a un produit qu'on a testé qui n'a jamais vu le jour et vous allez comprendre pourquoi. C'était un vomitif pour chien. Sauf que les vétérinaires se sont rendus compte, par exemple, quand un chien mangeait un truc qu'il ne fallait pas, et dans le passé, on donnait un vomitif. Ouais. Voilà. Et ils se sont rendus compte que le chien se mettait en érection. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Donc, on l'a testé chez l'être humain. Si ça intéresse quelqu'un, ça s'appelle Sumanirol. Et on l'a testé chez l'être humain. Et effectivement, pour parler clairement, ça faisait bander, mais ça faisait vomir en même temps. Et donc dès qu'on a commencé les tests, on s'est dit non mais c'est pas possible, on peut pas continuer. Et toutes les personnes nous rappelaient de chez eux en disant docteur, j'ai testé le médicament, effectivement l'érection est très bonne, mais j'ai passé la nuit à vomir, donc on a laissé tomber. Donc ça fait partie. Ça c'est les coulisses des recherches pour vous dire à quel point on fait des recherches parfois farfelues qui ne voient pas le jour, et parfois c'est sur des malentendus que tout d'un coup on trouve quelque chose. Il y a un autre projet très très sympa qui malheureusement ne s'est jamais fait, que j'aurais adoré le faire dans les médias. C'était de faire une sorte de minivan dans lequel on met des spécialistes, dont le spécialiste de médecine sexuelle moi-même, et sillonner les petits villages, les petits bleds un peu partout en France, s'arrêter sur la place, voilà, en disant aujourd'hui on est à tel village, si quelqu'un a des problèmes sexuels, on peut venir au van. On se serait mis entre la fromagère et le petit van du boucher, le poissonnier. C'est ça. Tu te mets sur la place du village avec dans le marché comme ça. C'est ça. Moi c'est pour les problèmes sexuels, si quelqu'un a. Et finalement, ce projet n'a jamais eu lieu. Je pense que ça aurait été sympa. C'est une émission qui existe à peu près sous cet angle-là, en Angleterre, sur la BBC. Ouais. Et il y avait un projet de médias que ça puisse être fait en France. Et puis finalement, ça n'a jamais été fait. C'est la France qui a bloqué? C'est plus, je pense, pour des raisons d'organisation financière, etc. Mais on n'est pas à l'abri qu'un de ces jours, moi-même, je le remonte, ce projet, parce que l'idée me plaisait très bien. Et le principe, c'était que les personnes puissent en parler quand même assez ouvertement. Tu étais dans ton van. C'est ça. Mais les personnes autour pouvaient entendre quand même. C'est ça. Alors, l'idée, c'était quand même de filmer, donc la personne était un peu isolée. Mais moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est de montrer que c'est quelque chose qui peut être aussi banal que d'aller acheter son fromage. Quoi. De dire, au fait, moi, j'aimerais bien... tiens, je te raconte. Là, je venais pour faire cet entretien sympa. J'étais dans le train. Et il y a une personne à côté de moi qui m'a reconnu. Elle me dit, ah, c'est vous, Gilbert? Oui, je vous ai reconnu. Est-ce que je peux vous voir 2 minutes à part? Et cette personne m'a posé des questions sur son fonctionnement sexuel. Elle avait des douleurs au niveau de la vulve. Et je lui dis, mais c'est quand même étrange que dans le train, elle me dit, si vous savez, ça fait 10 ans que j'ai ce problème. Je ne savais pas à qui m'adresser. Ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que je consulte. Et là, vous étiez assis à côté de moi dans le train et je me suis dit, allez, c'est le moment. Et
ça montre à quel point, quand on est en difficulté, ça peut être un déclic. Tout d'un coup, on se dit... Donc là, évidemment, on n'a pas fait une consultation dans le train. Non. Mais je lui ai dit à qui elle peut s'adresser dans sa région, etc. Donc, je me dis, mais oui, ça peut être sympa d'aller comme ça un peu partout et montrer que on peut en parler, on peut évoquer ce sujet-là. De la même façon que sur un marché, on peut dire, en fait, tu as des nouvelles de Michel, il s'est fait opérer de la hanche, il en est où? Pourquoi pas un jour? Tu as des nouvelles de Jean-Luc, au fait, il avait des soucis au niveau des testicules, est-ce que tu sais où ça en est? Mais pourquoi pas? C'est du corps humain au final. Mais oui. On travaille là-dessus, on est en train de travailler là-dessus, on est en marche, parce que c'est vrai que ce sujet est beaucoup trop tabou, alors que c'est une partie parmi tant d'autres du corps humain. Quoi. Mais oui, et c'est une partie que la plupart des personnes considèrent comme importante pour elles. Quoi. Évidemment, en plus. Mais oui. C'est que ça touche tout le monde, en fait. Tout le monde peut être concerné à un moment ou à un autre par ça, et on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un de ces jours, si un jour, les gens qui nous écoutent, les personnes, si un jour vous voyez un van passer marqué dessus, un truc genre le sexpert ou un truc de ce genre-là, c'est moi qui passe. Passez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Et tu t'habillerais comment avec un bob Quel klaxon t'aurais? Je sais pas, j'ai envie d'imaginer. Je sais pas, un bruit de sextoy, je sais pas. Je t'embaucherai pour me faire la promotion de ça. Oui, bien sûr, mais je serai avec toi, je te préviens. Ah, c'est trop bien. J'espère qu'un jour ça viendra, parce qu'en vrai, ça peut participer vraiment à carrément. À la popularisation. C'est un peu ce que fait les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça va chez tout le monde. Sur les réseaux sociaux, quand on communique, tout le monde, n'importe où, peut avoir accès aux informations. Et donc, le fait que ça soit encore plus en physique, ça montre que c'est pas juste du virtuel, quoi, et que ça concerne vraiment tout le monde. Je croise les doigts. En tout cas, moi, je bosse beaucoup dessus. Et tout à l'heure, je parlais de mon gros projet de Charles.co. Avec Charles.co, on a mis en place et j'ai créé des thérapies digitales à distance. C'est-à-dire pour des personnes qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas, qui ont peur ou qui n'ont pas les moyens de consulter une fois par semaine pendant des mois et des mois. C'est une thérapie digitale, c'est-à-dire grâce à un système de vidéo, assistance à distance, pouvoir poser des questions, écouter un peu comme maintenant, mais avec des conseils plus précis, etc. Et qu'on va continuer à améliorer grâce à l'intelligence artificielle probablement à l'avenir. Je pense que de plus en plus, ça peut être vraiment accessible à tout le monde. Et c'est le but d'ailleurs de la plateforme Charles.co, c'est de faire de sorte qu'on puisse consulter où qu'on soit, de chez soi, sans avoir cette barrière de gêne, justement, et en ayant accès à des spécialistes de la médecine sexuelle où qu'on soit en France. Hello, vous venez d'écouter la première partie de l'épisode Pédagogie sur les troubles sexuels les plus fréquents avec Gilbert Bou-Jaoudé. La deuxième partie arrive dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode conçu par Passage du Désir, l'enseigne du développement durable du couple, et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, mais aussi sur Internet et aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie.